René-Nicolas Dufriche Desgenettes est né à Alençon, dans le département de l'Ordre, le 23 juillet 1762. Il est le deuxième des 4 enfants du couple Nicolas Dufriche Desgenettes, qui était avocat au Parlement de Rouen, et de Françoise Duval-Bichon, qui, elle, était de petite noblesse bretonne. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il fait ses études au collège d'Alençon, qui était tenu par des prêtres séculiers. Puis, ses parents l'envoient à Paris, au collège Sainte-Barbe, où il va suivre les cours du prestigieux collège du Plessis. Fin 1780, sa mère le confie à son amie, Madame Dugage de Pomerol, qui lui fait rencontrer au Jardin du Roi, l'actuel Jardin des Plantes, le grand naturaliste Buffon et son associé Dubanton. Peu après, René Nicolas va rentrer en pension à la pension Verdier, qui est tout à côté du Jardin du Roi, et pendant 3 ans, il va suivre les cours du Collège de France. À l'issue de ses études, pressé par sa famille de choisir une profession, il est conseillé par Buffon en faveur d'une carrière scientifique, et Desgenettes va opter pour la médecine qu'il va décider de commencer à Paris. Il passe donc les épreuves de philosophie et d'humanité qui lui permettent de devenir maître S.Art, diplôme indispensable pour pouvoir commencer les études de médecine. Puis il sera pendant 18 mois l'élève et le pensionnaire de Pelletan, le futur chirurgien-chef de l'Hôtel Dieu de Paris, qui considérera Desgenettes comme son fils. En 1784, avec son ami Houtou de la Billardière, il décide d'aller faire un voyage de formation en Angleterre. Desgenettes est muni de plusieurs lettres de recommandation, ce qui va lui permettre de rencontrer énormément de personnes du domaine scientifique et du domaine médical. Et au cours de ce voyage, il va aussi rencontrer quelques politiques français, entre autres le couple Roland de la Platière, dont la jeune épouse Manon deviendra l'égérie des Girondins, et il va rencontrer également le marquis de Mirabeau, qui était en exil à Londres et avec qui il va sympathiser, et ensemble ils vont visiter pas mal d'hôpitaux. Ce séjour lui permettra de se faire des relations intéressantes, des amitiés durables et d'acquérir une formation scientifique intéressante, de même que la maîtrise de la langue anglaise. En 85, il rentre à Paris, début 85, et reprenant ses études de médecine, il suit les cours des Bois de Rochefort à l'hôpital de la Charité. Pendant ces quelques mois où il va rester à Paris, il va se lier d'amitié avec Alexis Boyer, qui est le futur premier chirurgien de l'empereur Napoléon. Il va fréquenter Fourcroy, qui est médecin, chimiste, directeur général de l'instruction et futur créateur de l'université impériale. Il va fréquenter également Vicq d'Azir, qui est un anatomiste, qui était le premier médecin de la reine Marie-Antoinette et qui est le créateur de la Société royale de médecine. Il va retrouver Pelletan, chez qui il a passé déjà 18 mois. Il va aussi retrouver Jacques Tenon, qui est un chirurgien et qui a écrit un célèbre mémoire sur les hôpitaux de Paris. Parmi ses rencontres, Sabatier, qui est le chirurgien en chef de l'hôpital royal des Invalides et qui est aussi le mentor de Larrey et de Percy. Et enfin, Antoine Louis, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Après ces petits séjours parisiens, il repart pour faire un voyage en Italie qui, celui-ci, va durer 3 ans. Il part en Italie avec un gentilhomme irlandais qu'il a rencontré aux eaux de Passy. C'est un voyage d'agrément puisqu'il va visiter toute l'Italie, mais c'est aussi surtout un voyage d'études où il va rencontrer les plus grands chirurgiens et médecins italiens. En particulier à Pavie, il va rencontrer l'anatomiste Antonio Scarpa. À Sienne surtout, il va rencontrer Paolo Mascagni. Alors Paolo Mascagni est aussi un anatomiste avec qui Desgenettes va travailler sur les vaisseaux lymphatiques. À titre
d'anecdote, il faut savoir que Mascagni a eu aussi un autre élève qui s'appelle Francesco Antomarchi, qui fut le dernier médecin de Napoléon à Sainte-Hélène et celui qui en a réalisé l'autopsie. À Rome, il va rencontrer Dolomieu. Alors Dolomieu, c'est un géologue, minéralogiste et vulcanologue, qui est aussi le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et que Desgenette va rencontrer à nouveau à Malte lors de la campagne d'Égypte. Il rentre à Marseille en mai 1789, puis part à Montpellier où il a décidé de terminer ses études de médecine. Il rencontre alors Chaptal, qui est médecin puis chimiste et titulaire de la chaire de chimie de Montpellier, et il va passer sa thèse en 1789, Tentamen Physiologicum de Vasis Lymphaticis. C'est une thèse sur les vaisseaux lymphatiques qui reprend le travail de l'italien Mascagni, avec qui il a travaillé sur ce sujet, et sujet qu'il a continué d'étudier à Montpellier. En juillet 89, après l'annonce de la prise de la Bastille, l'agitation gagne Montpellier, où il n'est plus question que de politique. Desgenette va rencontrer Cambacérès. Cambacérès est magistrat, et ce sera bien sûr le futur second consul, et c'est le principal rédacteur du Code civil. Desgenette va s'engager dans la garde nationale de Montpellier, et chez son ami Broussonnet, en compagnie de Chaptal, il va rencontrer Barthès, le grand chancelier de la faculté de médecine de Montpellier. De retour à Paris en décembre 1791, il retrouve Vicq d'Azir, à qui il rend visite, et au cours d'un dîner au Louvre pour faire connaître les projets de Vicq d'Azir, il va rencontrer Augustin Thouret, avec qui il va se lier très fortement, puisqu'il deviendra même son beau-frère, en épousant comme lui une des filles Colombier. Après la victoire de Valmy le 20 septembre 92 et la proclamation de la République le lendemain 21 septembre, Desgenette prend la décision de s'engager dans l'armée. Le 1er janvier 1793, il envoie à Pache, le ministre de la Guerre, une demande pour, je le cite, être employé dans les hôpitaux militaires. Et le 21 février, il reçoit son brevet de médecin ordinaire à l'armée d'Italie. Il quitte donc Paris le 18 mars, il passe par Lyon, où il retrouve son ami Marc-Antoine Petit, qui est le chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu. Il va passer par Avignon, par Aix, et à Fréjus, il va rencontrer dans une auberge Bonaparte, qui est avec son frère Joseph en train de déjeuner. À Nice, chez l'ordonnateur en chef, il reçoit l'ordre de se rendre à Grasse, où il est chargé du service de l'hôpital militaire. Le 27 et 28 août, Toulon s'est livré à la flotte anglaise et créé une armée dite de devant Toulon, qui est d'abord confiée à Carteau, puis à Dugommier. C'est le médecin-chef Lorentz qui accompagne cette armée, et Desgenette, lui, doit rester à Nice pour le remplacer. Il n'assistera donc pas à la reprise de Toulon, où s'illustra le capitaine Bonaparte. Après la reprise de Toulon, Lorentz reprend son poste à Nice et Desgenette est nommé médecin de l'hôpital d'Antibes. Le 7 octobre 1994, il reçoit l'ordre de se rendre au quartier général de la division Masséna. À Nice, il va rencontrer à nouveau Bonaparte, qui cette fois est accompagné de son aide de camp Junot. À Aunel et à Loano, il est confronté à une épidémie de typhus importante et le 21 novembre, il va contracter lui-même le typhus. Il sera alors conduit à Alberga, chez Masséna, qui lui aussi souffre du typhus. Ils vont heureusement guérir et pendant sa convalescence à Nice, il aura plusieurs rencontres avec Bonaparte dans une maison de mode où il y avait certaines personnes agréables, dont une lyonnaise, et qui attirait beaucoup les officiers. Suite aux événements du 13 Vendémiaire, le général Bonaparte devient le commandant de l'armée de l'intérieur. Desgenette est alors appelé à Paris, où il pense qu'il va devenir le médecin-chef de cette armée. Ce n'est pas tout à fait ça. Il est en fait affecté à la 17e division militaire à l'hôpital du Val-de-Grâce. Mais
Sa présence étant jugée indispensable à l'armée d'Italie, il ne peut pas rejoindre Paris car le représentant en mission Ritter s'y oppose. Le 14 janvier, il pourra quand même quitter Antibes et arrive à Paris le 15 février pour prendre ses fonctions de médecin ordinaire de l'hôpital militaire sédentaire du Val-de-Grâce. Il est chargé par Coste des cours de physiologie, de physique médicale et de celui d'hygiène militaire. En octobre 1996, le général Bonaparte le réclame à l'armée d'Italie dont il vient de prendre le commandement. Le départ de Desgenettes pour l'armée d'Italie est refusé par les inspecteurs généraux du service de santé. Il commence donc ses cours. Mais comme il souhaite ardemment rejoindre l'armée d'Italie, il décide de présenter le 24 avril sa démission du Val-de-Grâce. Cette démission est refusée. Il la représente une deuxième fois le 2 juillet. Elle sera à nouveau refusée. En 1796, il devient membre de la Société de médecine de Paris qui vient d'être créée. Il participe aussi à la fondation de la Société médicale d'émulation. En 1997, il rencontre chez son ami Touré la belle-sœur de ce dernier, Marianne Charlotte Colombier, à qui il fait la cour, et qu'il épouse le 11 janvier 1798 en l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. En janvier 1998, quelques jours après son mariage, il est invité chez le général Bonaparte, rue de la Victoire. Celui-ci lui déclare avoir obtenu sa nomination au poste de médecin-chef de l'armée d'Angleterre, armée qui a été formée par la réunion des armées d'Italie, du Rhin et de Mayence en vue d'un débarquement en Angleterre. Mais Bonaparte se rend compte rapidement que ce débarquement est strictement impossible et décide alors de se retourner vers l'Égypte. Ce sera donc l'armée d'Orient et la campagne d'Égypte. Alors cette armée d'Orient, c'est un corps expéditionnaire qui est formé pour cette campagne et qui comprend de 31 à 35 000 hommes. Sont avec ces hommes 680 chevaux. Pour la transporter, 280 bateaux de commerce, 13 vaisseaux de ligne et de nombreuses autres embarcations. Cette flotte est servie par 10 000 marins sous le commandement de l'amiral Bruyès. Prend part aussi à cette expédition une commission scientifique et artistique comprenant 167 savants. Le 15 mars 1798, nommé médecin-chef de l'expédition, Desgenettes reçoit l'ordre de se rendre à Toulon, où il doit regrouper un nombre de médecins suffisant pour cette expédition. Il va essayer de les chercher à Montpellier, à l'armée d'Italie, à Toulouse et à Marseille. Il se rend ensuite à Marseille pour y équiper les 3 vaisseaux hôpitaux, le Ville de Marseille, la Bienfaisance et le Causse. Il s'occupe aussi du navire Le Patriote, qui va transporter l'essentiel du matériel scientifique et une partie du matériel médical. L'embarquement a lieu le 13 mai et l'appareillage a lieu le 19. Pendant la traversée, Desgenettes et Larrey sont à bord du vaisseau amiral, l'Orient, en compagnie du général Bonaparte, de son état-major et des principaux savants. Lors de la traversée, Bonaparte va demander à Dutertre de croquer les portraits de tous les chefs de service, portraits qui étaient destinés à être accompagnés d'une petite note et placés dans une bouteille pour être jetés à la mer au cas où la flotte aurait été attaquée par les Anglais. Heureusement, ça n'aura pas lieu et ces portraits ont été conservés. Vous avez ici les portraits de Desgenettes et celui de Larrey par Dutertre. Pendant la traversée, Desgenettes va aussi devoir se rendre à bord du Causse pour y soigner 3 cas de variole confluente qui vont heureusement guérir. Le 9 juin, c'est la prise de Malte. Pendant le séjour de l'armée du 10 au 18 juin, Desgenettes y retrouve son ami Dolomieu, commandeur de l'ordre. Puis, le 2 juillet, c'est la prise d'Alexandrie. Et devant Alexandrie, malheureusement, le navire Le Patriote, qui transportait tout le matériel scientifique et une partie du matériel médical, va couler. Il faudra donc se débrouiller.
Après la prise d'Alexandrie le 2 juillet, c'est avec la division d'Ugas que Desgenais va aller d'Alexandrie à Damanier par la route qui longe la mer jusqu'à Rosette, où il va établir un premier hôpital. Puis ils vont remonter le Nil avec la flottille du chef de bataillon Perret. Il va ainsi éviter l'épouvantable traversée du désert. Le 21 juillet, c'est la bataille dite des Pyramides. Et le 25 juillet, Bonaparte fait son entrée au Caire. Je cite Desgenais pour montrer qu'il va bien sûr travailler. Dès la prise du Caire, on s'occupa de suite et avec beaucoup d'activité à former des établissements destinés à recevoir des malades dans les plus belles maisons des bey fugitifs. 4 hôpitaux sont ainsi formés, de même que des hôpitaux ambulants et des lazarets où seront mis les malades pour éviter la diffusion de la peste, qui est une maladie endémique dans la région. Le 20 août 1998 est créé l'Institut d'Égypte. Desgenais y est admis dans la section physique. Le 1er octobre paraît le premier numéro de la Décade égyptienne, journal littéraire et d'économie politique, qui publie les travaux de cet institut. Et Desgenais en sera le rédacteur en chef. Il sera également le rédacteur du Courrier de l'Égypte. Pendant ce temps-là, les 1er et 2 août, c'est le désastre d'Aboukir, avec la destruction de la flotte. Celle-ci rend l'armée prisonnière de sa conquête. Aussi, le moral est au plus bas. Pour essayer de remonter le moral des troupes, Bonaparte va organiser des fêtes somptueuses. La fête du Nil le 18 août, la fête du prophète le 24 août, le premier jour de l'ancêtre de la République le 22 septembre. Rien n'y fera, le moral restera au plus bas, d'autant que le 21 octobre aura lieu la première révolte du Caire. Celle-ci sera suivie par une répression particulièrement sévère. Mais le moral des troupes reste quand même bas et Desgenais comme Larrey vont être très sollicités par de nombreux militaires, y compris des généraux, pour leur faire des certificats leur permettant de rentrer en France. Inutile de dire qu'ils les refuseront. C'est alors qu'apparaît la peste. Quelques cas sont détectés à Alexandrie dès le 15 juillet. Puis la maladie explose à Damiette à partir de mi-octobre et s'étend de façon importante à Alexandrie à partir du 15 décembre. Pour éviter d'effrayer les soldats, Desgenais refuse de l'appeler la peste. Il va l'appeler l'épidémie ou la maladie régnante. À côté de la peste, il y aura d'autres maladies qui sont habituelles dans les troupes. La dysenterie, qui dans ce milieu-là sera soit bactérienne, soit amibienne. Il y a bien sûr, pendant la campagne d'Égypte, une maladie importante qui est l'ophtalmie. L'ophtalmie, c'est une inflammation de l'œil qui peut aller de la simple rougeur avec douleur et photophobie jusqu'à la fonte de l'œil et la cécité. Ont été incriminés pour déclencher cette ophtalmie, soit les sables, bien entendu, la lumière importante, les vents, et en fait, la plupart du temps, il s'agit du trachome. La variole, bien entendu, qui va pouvoir aussi toucher les troupes. Enfin, les maladies vétériennes et en particulier la syphilis. En septembre 1998, la Turquie déclare la guerre à la France. Dès lors, la menace vient de Syrie et Bonaparte décide de marcher à l'ennemi avant que celui-ci n'ait eu le temps de rassembler ses troupes. Ce sera l'expédition de Syrie. Desgenais, comme Larrey, font partie de l'expédition. Ils quittent le Caire le 10 février 1799 et après les victoires d'El Arish, de Gaza, l'armée arrive à Jaffa. C'est à Jaffa que se situe le terrible épisode de la fusillade des 1500 prisonniers turcs qui fut tant reproché au général en chef Bonaparte. Ce fait fut cependant décidé à l'unanimité par un conseil de guerre réunissant plusieurs généraux dont le général Berthier, le général Kléber et le général Caffarelli. C'est aussi à Jaffa que réapparaît la peste de façon importante. Et le 12 mars, Bonaparte va visiter les hôpitaux. Je cite Desgenais pour raconter cette visite.
Le général, se trouvant dans une chambre étroite et très encombrée, aide à soulever, ou mieux à porter, un cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture d'un énorme bubon abcédé. C'est ce geste qui a été immortalisé par ce célèbre tableau d'Antoine Gengros, qui ne représente pas du tout le geste tel que le décrit Desgenettes, mais c'est celui qui reste à la postérité. Alors ce geste relevait de la croyance selon laquelle la peste attaque ceux qui la craignent. Donc en montrant qu'il n'en avait pas peur, eh bien, le général en chef montrait à tous qu'il ne fallait pas en avoir peur et essayer de remonter un petit peu le moral des troupes. Le 21 mars, l'armée repart de Jaffa et arrive devant Saint-Jean d'Acre. La peste sévit de plus en plus. C'est à Saint-Jean d'Acre que le fameux geste de Desgenettes s'inoculant la peste va avoir lieu. Pour le décrire, rien de mieux non plus que de citer Desgenettes lui-même. Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l'armée qu'au milieu de l'hôpital, je trempai une lancette dans le pus d'un bubon appartenant à un convalescent de la maladie au 1er degré et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle, sans prendre d'autres précautions que celle de me laver avec de l'eau et du savon qui me furent offerts. J'eus pendant plus de 3 semaines 2 petits points d'inflammation correspondant aux 2 piqûres, et ils étaient encore sensibles lorsqu'au retour d'Acre, je me baignai en présence d'une partie de l'armée dans la baie de Césarée. Cette expérience, incomplète et sur laquelle je me suis vu obligé de donner quelques détails à cause des bruits qu'elle a fait, prouve peu de choses pour l'art. Elle n'affirme point la transmission de la contagion, démontrée par 1000 exemples. Elle fait seulement voir que les conditions nécessaires pour qu'elle ait lieu ne sont pas bien déterminées. Je crois avoir couru plus de dangers avec un but d'utilité moins grand lorsqu'invité par le quartier-maître de la 75e demi-brigade 1 heure avant sa mort à boire dans son verre une portion de son breuvage. Je n'hésitais pas à lui donner cet encouragement. Desgenettes s'inoculant la peste a été représenté à de nombreuses reprises. Il a été représenté sur cette lithographie de Laffitte. Il a été représenté sur cette aquarelle de Pierre Waffla. Et il a été représenté sur un tableau attribué à Antoine Gengros. Alors ce geste a été très contesté. Certains ont affirmé qu'il a eu lieu puisqu'ils étaient présents lors de sa réalisation. C'est le général Berthier, le général André aussi, ou le médecin Pounuès de la Siboussi. D'autres l'ont nié en disant que c'est faux, Desgenettes ne s'est jamais fait ces inoculations. C'est Parisé, c'est le médecin Punier et le chroniqueur Bourdon. Quoi qu'il en soit, ce geste ne prouve rien sur le plan scientifique. Par contre, il a eu son effet pour rassurer l'armée qui la craignait un petit peu moins après. Mais la peste a continué d'agir. Le 20 mai, après 2 mois de siège et 7 assauts infructueux, l'armée lève le camp. Le 17 mai, Bonaparte, seul avec Berthier, convoque de grand matin Desgenettes pour évoquer le sort des pestiférés intransportables. Il lui propose, bien sûr, vous connaissez l'histoire, de les euthanasier, en lui disant « À votre place, je terminerai à la fois les souffrances de nos pestiférés et je ferai cesser les dangers dont ils nous menacent en leur donnant de l'opium. » Desgenettes s'y opposera formellement en lui disant « Mon rôle à moi, c'est de conserver ». Ce problème des pestiférés va se reposer sur la route du retour à Jaffa. Cette fois, Desgenettes ne sera pas concerné, Bonaparte ne lui demandera rien. Par contre, il semblerait, rien n'est sûr, que cette attribution d'opium ait été faite par qui? On a incriminé le pharmacien en chef Moyer. Est-ce que c'est vrai? Personne ne peut le confirmer.
Est-ce que cette distribution a bien eu lieu? On ne peut pas le confirmer non plus. Et si c'est le cas, combien en ont reçu? Les chiffres divers sont très divers en fonction des sources. Selon Desgenet, une trentaine environ. Le bilan de cette campagne de Syrie, selon la Jonquière, sur un effectif de 13 000 hommes, il y aurait eu 2200 morts, 1200 au combat et 1000 de maladies, essentiellement de la peste. Le 15 juin 1799, après un temps de quarantaine suffisant pour pouvoir la déclarer exempte de maladies contagieuses, l'armée, rhabillée et chaussée de neuf, fait son entrée triomphale au Caire. Le 5 juillet, les séances de l'Institut reprennent. Desgenet ordonne une commission pour faire un rapport sur la peste en Syrie, ce qui lui donnera l'occasion d'une sévère altercation avec le général Bonaparte au cours de cette séance. Le 14 juillet 1799, une flotte britannique débarque une armée de 16 000 Turcs à Aboukir. Ils seront anéantis le 25 juillet par 10 000 fantassins et 1000 cavaliers au prix de 220 tués seulement. Le 23 août 1799, dans le plus grand secret, Bonaparte quitte l'Égypte à bord de la frégate Lamuron, accompagné de la Carrère, et en emmenant avec lui une partie de ses anciens généraux de l'armée d'Italie et quelques savants et artistes. Il débarque à Fréjus le 9 octobre 1799. Avant de partir, Bonaparte a confié le commandement de l'armée d'Orient à Kléber. C'est donc Kléber qui devient le général en chef de cette armée d'Orient. Kléber va négocier avec le grand vizir et le commandant anglais Sidney Smith la convention d'El-Arish, le 24 janvier 1800. Cette convention permet à l'armée d'Orient de se replier avec armes, bagages, effets et avec ses auxiliaires indigènes sur Alexandrie, Aboukir et Rosette, où ils seront embarqués pour être transportés en France. Peu de temps après, c'est l'amiral Case qui va dénoncer cette convention. On est d'accord? Et Kléber, pour se venger, va remporter la bataille d'Héliopolis. Et pendant ce temps, au Caire, profitant de l'absence des troupes françaises dans la capitale, ce sera la seconde révolution du Caire. Desgenet y sera blessé d'une balle à la tête. Le siège va durer environ un mois, la répression sera féroce. Le 9 novembre, Desgenet fait partie de la commission des renseignements sur l'Égypte créée par Kléber. Avec son ami Kléber, ils vont être stupéfaits à l'annonce du coup d'État des 18 et 19 Brumaire. Et le 14 juin, le jour même de la victoire de Marengo, Kléber est assassiné par Soleiman El Halebi. Il est remplacé par Jacques-François de Menou, qui deviendra Abdallah Menou, comme vous l'a expliqué le général Pousset, quand il épousera une Égyptienne. Le 21 mars 1801, c'est la défaite de Canopée. Les Français s'enferment dans la place d'Alexandrie avec Menou. Desgenet, lui, reste au Caire, où il doit gérer une nouvelle épidémie de peste qui fera 500 victimes sur une garnison de 7000 hommes. Desgenet va embarquer le 6 août 1801. Il arrivera en France début octobre. Il va alors s'occuper des malades dans le lazaret de Marseille et il rentrera ensuite à Paris. Le bilan de cette expédition d'Égypte aurait été de 11 000 morts. Dans le corps de santé, il y a eu 112 morts, dont 87 de la peste. Chez les savants et artistes, 31 sont décédés. Pendant cette expédition, Desgenet y aura acquis la notoriété en étant le médecin qui a combattu héroïquement la peste au mépris des plus grands dangers. En 1802, de retour à Paris, Desgenet va publier l'histoire médicale de l'armée d'Orient, publication qu'il va dédier au premier consul. Il va aussi fournir des matériaux et documents aux rédactions de l'histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte.
et il fait partie de la commission chargée de la publication de la description de l'Égypte, dont les 20 volumes vont paraître entre 1809 et 1828. Le 2 août 1800, l'enseignement a été supprimé au Val-de-Grâce à la demande de l'école de médecine de Paris pour concurrence. Mais l'hospitalisation persiste au Val-de-Grâce. Et le 24 octobre 1803, Desgenettes est chargé de diriger les services de santé de l'hôpital du Val-de-Grâce, fonction qu'il va remplir avec un grand succès. Il prend également une part importante à la création de la Société de l'école de médecine. Le 18 mai 1804, le premier consul Bonaparte devient empereur des Français sous le nom de Napoléon. Les officiers de santé du Val-de-Grâce doivent prêter le serment suivant. Je fais serment de fidélité à Napoléon Bonaparte, empereur des Français, et j'adhère à l'hérédité de sa famille à l'Empire. Le 15 juillet 1804, Desgenettes et Larrey vont recevoir dans l'église Saint-Louis des Invalides les insignes d'officiers de la Légion d'honneur. Mi-juillet 1805, Desgenettes est envoyé en Espagne pour y étudier une épidémie de fièvre jaune, de façon à essayer de faire en sorte qu'elle n'arrive pas en France. Il prend son temps avant de partir. Sur la route, il va traîner un petit peu en visitant tous les hôpitaux militaires qui sont sur le chemin, ce qui fait qu'en arrivant en Espagne, l'épidémie sera terminée. Donc, mais il va rentrer que le 22 décembre 1805, ce qui veut dire qu'il n'était pas à la bataille d'Austerlitz. De février 1806 à mars 1807, il va être chargé de plusieurs missions d'inspection sur des maladies qui sont manifestées chez les prisonniers de guerre et dans les établissements publics. Il va alors parcourir la France dans tous les sens et ne sera pas présent à l'armée non plus lors des batailles d'Iéna et d'Eylau. Lors de la campagne de Pologne, Napoléon arrivait à Varsovie le 22 décembre 1806 et furieux de ne pas y retrouver Coste, le médecin en chef. Il décide de le renvoyer aux Invalides avec ce commentaire: un médecin dans un corps d'armée est un être absurde et inutile. Il n'y aura à l'armée que des chirurgiens. On peut que l'approuver. En avril 1807, estimant qu'il lui faut quand même un médecin au quartier général, il décide de remplacer Coste et nomme à sa place Desgenettes. Donc Desgenettes devient le médecin-chef de la Grande Armée. Début mai 1808, après l'insurrection de Madrid, la capitulation de Bailén et la fuite du roi Joseph, Napoléon décide d'intervenir en personne avec une armée de 200 000 hommes. C'est l'armée d'Espagne. Le 25 octobre, Desgenettes reçoit l'ordre de se rendre en Espagne pour prendre la direction du service médical de cette armée, en même temps que Percy en est nommé le chirurgien en chef. Puisqu'il était parti en Espagne, il n'était pas revenu pour la campagne d'Autriche de 1809 et que notre ami Desgenettes n'était pas ni à Essling ni à Wagram. Le 31 janvier 1810, il est fait baron d'Empire, en même temps que Boyer, Yvan et Larrey. Mais cette distinction apparemment ne lui suffit pas, puisqu'il réclame à corps et à cri auprès du ministre de la guerre Clark le grade de commandant de la Légion d'honneur et la décoration de la couronne de fer. Sollicitation qu'il renouvellera en 1811 auprès du général Berthier, toujours sans succès. À partir du 11 novembre 1811, il est investi d'une mission d'inspection élargie et il va donc sillonner à la France et ne sera pas trop présent à la faculté et dans son service du Val-de-Grâce. Le 12 février 1812, Desgenettes est nommé médecin-chef de la nouvelle Grande Armée. Avec Larrey, ils vont organiser les hôpitaux en Prusse et en Pologne. Et le 24 juin 1812, cette Grande Armée, forte de 420 000 hommes, franchit le Niémen pour la campagne de Russie. Après Kovno, ils arrivent à Vilna, où les médecins français entrent en relation avec leurs confrères lituaniens. Ils vont ensuite poursuivre jusqu'à Vitebsk. Par la suite, le 7 septembre, c'est la bataille de la Moskova. Cette fois, Desgenettes y sera présent. Il sera avec le grand quartier général
à Mozaïsk. À Moscou, avec l'arrêt, ils vont découvrir et visiter les hôpitaux qu'ils vont trouver en excellent état, en particulier la maison des enfants trouvés. L'arrêt dira même que ces hôpitaux sont dignes de la nation la plus cultivée du monde. L'armée quitte Moscou le 19 octobre. Desgenet, qui a soigné le général Mathieu Dumas, voyage dans la voiture de ce dernier jusqu'à Smolensk. À la Bérésina, il passe le fleuve avec une partie des équipages, la garde impériale et les meilleures troupes qui engagent le combat sur la rive droite contre les troupes de l'amiral Tchitchakov. Desgenet aura l'occasion d'y soigner le maréchal Oudinot. Napoléon quitte l'armée le 5 décembre et la confie à Murat. Tout au long de la retraite, le service de santé, lui, va terriblement souffrir. Sur 875 chirurgiens présents au départ de Moscou, il n'en restera plus que 275. Le 8 décembre, Desgenet arrive dans les premiers à Vilna. Il n'en repartira pas. Selon l'arrêt, Desgenet ne se sentit pas les forces physiques nécessaires pour se remettre en route à pied et il prit le sage parti de rester chez les professeurs de l'université qui ont pris soin de lui. C'est là qu'il aura été pris, puisque Desgenet sera prisonnier, mais il sera protégé et respecté. Alors effectivement, protégé par ses collègues lituaniens, Desgenet échappe à la mort, mais il va être quand même prisonnier. L'arrêt va alors intervenir pour le faire libérer par l'intermédiaire de Berthier auprès de Koutouzov. Desgenet va lui-même intervenir auprès du tsar pour obtenir sa libération. Finalement, sa libération aura lieu et Alexandre le fera libérer en le déclarant « Sachez que vous avez des droits non seulement à la bienveillance, mais encore à la reconnaissance de toutes les nations. » Alexandre lui fera remettre 10 000 roubles pour le dédommager du pillage de ses effets. Et le 20 mars 1813, Desgenet est reconduit dans les lignes françaises par un peloton de cosaques. Pendant la campagne de Saxe, Desgenet sera bien présent à Bautzen. Il fera même partie des médecins qui vont accuser les jeunes conscrits blessés au doigt de s'être mutilés volontairement, ce qui donnera l'occasion d'une grande polémique avec l'arrêt. Il sera aussi présent à Dresde et il sera aussi présent à Leipzig. Le 17 octobre, entre Leipzig et Torgau, il va échapper aux Cosaques et va se réfugier à Torgau, où se déclare une épidémie de typhus contre laquelle il déploie toute son énergie pour en limiter les dégâts. Cette épidémie de typhus va accompagner les troupes en retraite jusqu'à la capitale, Paris. Lors de la capitulation de Torgau, Desgenet est fait prisonnier par les Prussiens. L'arrêt, cette fois, refuse de lui venir en aide, comme il l'avait fait la première fois. Et là, il écrit d'ailleurs à sa femme « Quant à Desgenet, je t'avoue que je n'ai pas voulu faire de démarche comme la première fois où je fus payé de mes soins et de mes sollicitudes par des propos calomnieux et des sottises. Je l'abandonne à la grâce de Dieu. » Et le trésorier Pérus, lui, beaucoup plus ironiquement, va dire « Desgenet est pris pour la seconde fois, apparemment que cela l'amuse. » Il sera retenu à Leipzig, puis à Dresde, où il apprendra l'abdication de l'empereur. Il ne va rentrer à Paris que début mai 1814, quand Louis XVIII est sur le trône de France et Napoléon à l'île d'Elbe. Il retrouve son poste au Val-de-Grâce et le 22 décembre, et il est nommé médecin en chef et premier professeur le 7 janvier 1815. Le 24 octobre, il a été promu par Louis XVIII commandant de la Légion d'honneur, enfin. Le 25 avril, après le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, Desgenet est nommé à nouveau médecin-chef de la garde. Le 18 juin, il sera présent à Waterloo. Il est à la garde. Il est à la grande ambulance établie dans la ferme du Caillou à Genappe, sur la route de Bruxelles. Il suit les troupes en retraite et demande un congé pour se rendre le 5 juillet au Conseil de santé. Le 6, il va donc assister à l'entrée des coalisés dans Paris. Pendant la Seconde Restauration,
Malgré les sanctions qui tombent sur ceux qui ont rejoint Napoléon pendant les 100 jours, Desgenettes conservera ses fonctions à la faculté et au Val-de-Grâce. Le 30 décembre, à la réouverture des hôpitaux d'instruction des armées, il va reprendre son enseignement. En juin 1823, Desgenettes fait partie des 11 professeurs évincés par l'ordonnance du 2 février qui ferme la faculté. En octobre 24, il retrouve son titre de médecin-inspecteur. En 1828, il est élu président de l'Assemblée générale des médecins de Paris. Et en 1830, Desgenettes démissionne de l'Académie. En 1830, toujours, au lendemain des Trois Glorieuses, Desgenettes se rend à Paris, où il est élu maire du 10e arrondissement, ce qui correspond actuellement au 7e. 6 semaines plus tard, il est réintégré dans la chaire qu'il occupait à la faculté de médecine de Paris, la chaire d'hygiène. Le 3 février 1832, il obtient sur sa demande la place de médecin en chef des Invalides, place qu'il occupera jusqu'en 1836. Après de nombreuses tentatives sans succès, il est enfin élu à l'Académie des sciences le 10 septembre 1832. En 1833, alors qu'il est membre du jury et du concours, il fait un accident vasculaire cérébral. Il s'en remettra assez facilement. Mais en 1835, il a une nouvelle attaque et cette même année, en plus, il perd sa femme. Après plusieurs ictus successifs, il ne peut plus prendre part aux actes de la faculté. Il commence alors la rédaction de ses mémoires, dont le premier volume paraîtra en 1835, le second en 1836. Il n'aura malheureusement pas le temps de les achever car il meurt le 3 février 1837. Desgenettes est enterré dans une concession provisoire au cimetière du Montparnasse. Le 6 juillet 1946, ses restes mortels sont transférés au cimetière du Père-Lachaise sous le nom de Dufriche. Déclaré abandonné en 1932, sa tombe sera sauvée par le médecin-colonel Hassenforder, qui la fera restaurer par la Société amicale des élèves et anciens élèves du service de santé et de l'école du Val-de-Grâce. C'est cette tombe qui est ici représentée. Parmi les hommages qui seront rendus à Desgenettes après sa mort, c'est grâce à sa fille, la baronne de Sordeval, que le nom de Desgenettes, initialement oublié, figure depuis 1842 sur l'arc de triomphe de l'Étoile, au bas de la colonne 29 du pilier sud. Une statue en pied, sculptée par Pierre Robinet, trône dans le hall d'entrée de l'Académie de médecine de Paris. Un médaillon, sculpté par David d'Angers, surmonte une plaque commémorative sur la façade de l'ancien hôpital-hospice d'Alençon. Une rue d'Alençon porte le nom de Desgenettes, de même qu'une rue de Paris qui donne sur le quai d'Orsay. En 1972, un timbre-poste avec le portrait de Desgenettes a été émis à plus de 4 millions d'exemplaires. Mais le plus bel hommage qui pu être rendu à Desgenettes après son décès, c'est que son nom ait été donné à l'hôpital militaire de Lyon. L'hôpital militaire de Lyon a été créé en 1831. Il a été installé quai de la Charité, actuellement quai Gailleton, dans un ancien couvent des religieuses de Sainte-Élisabeth, qui ensuite a hébergé l'administration des fermiers généraux et de la douane, et enfin une caserne de cavalerie. L'hôpital, il s'appelait l'hôpital de la Nouvelle Douane. C'est en 1887 qu'il prend le nom d'hôpital militaire Desgenettes. En juin 1946, jugé trop petit et inadapté, cet hôpital sera transféré dans des bâtiments neufs construits boulevard Pinel à Lyon. C'est toujours son emplacement actuel. L'atrium ou vestibule d'entrée du bâtiment principal est orné de 2 fresques du peintre lyonnais Jean Coquet. Jean Coquet est né à l'Hôtel-Dieu de Lyon le 9 octobre 1907. Il fut élève puis professeur de décoration générale à l'École des Beaux-Arts. La première de ces fresques porte le titre
Desgenettes s'inoculant la peste à Jaffa le 4 avril 1799. La fresque vaut ce qu'elle vaut. Le titre est un petit peu faux, puisque ce n'est pas à Jaffa, mais à Saint-Jean-d'Acre que Desgenettes a réalisé ce geste. Voici quelques détails. Donc Desgenettes, avec son visage et l'inoculation qu'il se fait là au niveau de l'avant-bras, alors que dans son texte, c'était au niveau de l'aine et au niveau de l'aisselle. La deuxième fresque, alors ces fresques font 6 mètres quelques sur près de 3 mètres, ce qui fait pour chacune une surface d'environ 20 mètres carrés. Elles sont gigantesques. La deuxième porte le titre de Desgenettes fait prisonnier par les Russes et libéré grâce à sa réputation. Le voilà un petit peu plus en détail. Alors qu'est devenu cet hôpital militaire Desgenettes à Lyon? Depuis octobre 2021, les services d'hospitalisation de cet hôpital ont été progressivement fermés et depuis le 1er janvier 2024, il est devenu hôpital spécialisé des armées rattaché à l'hôpital national d'instruction de Sainte-Anne de Toulon. Son rôle est d'établir des parcours de santé coordonnés dans la prise en charge des militaires victimes de blessures physiques et psychiques. Il n'occupe plus que le bâtiment annexe à l'arrière du bâtiment principal, celui que j'ai entouré. Et c'est une bien triste fin pour cet hôpital. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci mon général.